Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. En 1968, 2 363 000 incendies ont ravagé les États-Unis. Autrement dit, 6 475 incendies par jour, 5 incendies toutes les minutes. Et en France? Eh bien, le chiffre est également inquiétant. 43 333 incendies en 1965, c'est-à-dire 5 incendies toutes les heures. Évidemment, pour que la comparaison soit juste, il faut tenir compte de la dimension des pays. La France est 17 fois plus petite que les États-Unis. Alors reprenons notre machine à calculer. À superficie égale, si la France était 17 fois plus grande, il y aurait en moyenne 17 fois plus d'incendies. 736 000 environ par an. Cela fait tout de même 3 fois moins qu'au pays de l'oncle Sam, mais c'est encore beaucoup trop. Si je me suis livré à ce calcul, ce n'est ni pour accuser les Américains de maladresse ou de malveillance, ni pour nous vanter d'être plus prévoyants ou moins coupables. C'est parce que je suis frappé par l'importance des nombres qui apparaissent sur ma machine. Compter ainsi des sinistres, des catastrophes, par millions, par milliers, c'est effrayant. Je sais bien que la plupart de ces incendies sont des accidents. Mais il y en a qui sont criminels. Peut-être plus qu'on ne le croit. Certaines personnes ressentent, paraît-il, une joie perverse à regarder le feu. De là à le provoquer, il n'y a qu'un geste, celui de l'allumette que l'on gratte. Et puis le feu détruit tout. Il brûle les maisons, les meubles, il décompose les corps. Il fait disparaître les pièces à conviction, efface les souvenirs, supprime les preuves. Les criminels font toujours bon ménage avec le feu. Dans la nuit du 28 au 29 septembre 1946, des habitants de la région de Brande au Tyrol se réveillent leurs familles, leurs voisins. Le ciel est devenu tout rouge. Inquiets, ils s'interrogent. Que se passe-t-il? Cela semble venir de la montagne du côté du lac de la Lune. Oui, c'est par là que la lueur est la plus vive. Sur les rives du lac, le spectacle est saisissant. L'eau, miroir qui reflète le ciel, est parcourue de flots rouges et noirs, comme si se déversait un torrent de sang. Plus près encore du lieu du sinistre, volent des flammèches, s'élèvent des nuages de fumée. On entend crépiter le feu de temps à autre, s'ajoute à ce bruit lancinant le fracas d'un éboulement. Un incendie ravage une usine de textile. « Y a pas que l'usine qui brûle !» crie un voisin. « La maison aussi !»« La maison de Gunther ?»« Mon Dieu, pourvu qu'ils aient eu le temps d'en sortir, lui et sa femme. » Car la maison du directeur, M. Gunther, jouxte l'usine, comme on l'appelle dans le pays, en fait, une entreprise qui emploie une vingtaine d'ouvriers. Les pompiers sont venus le plus vite possible. Mais la route en montagne est difficile, et puis, quand ils ont été prévenus, tous les bâtiments étaient en flammes. La plupart des gens qui habitent près de là se sont levés et sont accourus. « Le patron, tu sais où il est? Non, et toi? Il était pourtant là hier soir, je l'ai entendu rentrer. Et sa femme? Pas vu non plus? » Impossible de pénétrer dans la maison. Heureusement, dans l'usine, en tout cas, il n'y avait personne. Mais Gunther et sa femme. Alors quoi, ils seraient toujours chez eux? S'ils y sont, ils sont perdus. Le vent du sud, le föhn, attise les flammes. Tandis que des pompiers déploient des tuyaux pour alimenter une seconde lance et mettent en route une pompe, d'autres allument un contre-feu afin d'éviter que l'incendie ne gagne la forêt de sapins toute proche. L'usine est un brasier. Ah, ça brûle bien les textiles. Fabriqués ici des Loden, ces manteaux autrefois réservés aux montagnards qui aujourd'hui sont à la mode en ville. « Monsieur Gunther! Monsieur Gunther !» hurle désespérément le bourgmestre qui a pu franchir les barrages et s'approcher de la maison. S'approcher si près qu'il sent son visage, ses joues, commencer à rôtir. « C'est moi, monsieur Gunther! Où êtes-vous? Répondez-moi !» Appels inutiles. Un pompier saisit le bourgmestre par le bras et l'entraîne. Cela ne sert plus à rien de prendre des risques.
Il est trop tard. Au petit matin, quand le feu est enfin maîtrisé, on retrouve dans les décombres le cadavre presque entièrement calciné de Madame Gunther, pas celui de son mari. « Qu'est-ce qu'on fait, chef ?» demande un des membres de la file de gendarmerie devant le brancard sur lequel reposent les restes de Madame Gunther, recouverts d'une couverture. « Vous l'emmenez à Innsbruck. »« À la morgue, alors ?»« Bien sûr. »« Allez, dépêchez-vous, il y a trop de monde ici. » Les habitants du village, des curieux, encombrent le chemin, même des touristes. Il y a beaucoup d'hôtels dans la région. La fameuse auberge du Cheval Blanc, celle où l'on chante au joyeux Tyrol, où je vous emmènerai sur mon joli bateau, n'est pas loin. Il y a aussi des journalistes, l'un arrive de Munich, l'autre de Salzbourg. Ils ont leur calepin à la main, leurs appareils de photo en bandoulière. C'est un accident, un attentat. On a entendu une explosion, paraît-il. Qu'est-ce que vous savez, vous? Moi, répond le sous-off de la file de gendarmerie. Rien. Vous avez une idée quand même. Oh, surtout pas. Allez, circulez, faut dégager la route. Enlevez vos voitures de là. Il y aura un titre dans les journaux du soir allemands et autrichiens. Incendie criminel au Tyrol. Car le crime paraît évident. Sinon, le feu ne se serait pas propagé aussi rapidement. Il a pris en plusieurs endroits, alimenté certainement par de l'essence. En sous-titre, une usine près de Brand entièrement détruite par le feu, puis quelques commentaires. On ne déplore pour l'instant qu'une seule victime, la femme du directeur, Madame Gunther, mais on n'a pas retrouvé son mari. Celui-ci a probablement également péri dans les flammes. Son corps, s'il en reste quelque chose, doit être enseveli dans les décombres. Le lendemain, coup de théâtre, l'Institut médico-légal d'Innsbruck communique les résultats de l'analyse du cadavre de Madame Gunther. Son cœur était intact. Il ne contenait pas d'oxyde de carbone dans le sang. Mais alors, s'il ne contient pas d'oxyde de carbone, qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement que Madame Gunther était déjà morte quand l'incendie a éclaté. Il y a donc eu d'abord meurtre, puis l'assassin a mis le feu pour camoufler son crime et faire disparaître les preuves. Et M. Gunther, alors? Justement, pense le juge, qui vient d'être chargé d'instruire l'affaire, il n'est peut-être pas enseveli sous les décombres. Il a pu tuer sa femme, incendier la maison et s'enfuir. Ordre est donné à toutes les polices de rechercher M. Gunther. Les journaux sortent un autre titre. Le directeur de l'usine a disparu. Avec une photo. Une photo fournie par son frère, épicier à Salzbourg, mais qui ne se doutait pas qu'on y mettait en légende l'assassin, avec un point d'interrogation. Enfin, l'assassin, c'est tout de même un peu fort, dit l'épicier au juge d'instruction qui l'interroge. Pourquoi voulez-vous que mon frère ait tué sa femme? Ils s'entendaient bien tous les deux. Ah bon? J'ai entendu dire exactement le contraire. On le voyait souvent seul à Innsbruck le soir, et quand il rentrait, elle lui faisait des scènes. Bon, enfin, monsieur le juge, vous connaissez les ménages qui ne se disputent pas, vous? Si on devait s'égorger parce qu'on a un verre dans le nez ou qu'on a traîné un peu en ville avec des copains. Et ils étaient mariés depuis quand? 7 ans. Évidemment, après 7 ans, il paraît cependant que la 7e année est un cap difficile à passer pour les couples. Il y avait tout de même des choses sur lesquelles ils n'étaient pas d'accord. Pas des petites choses, bien sûr. Tenez, par exemple, mon frère voulait s'acheter une moto. Il adore la moto. Sa femme, elle voulait pas. Elle avait peur qu'il ait un accident. Rien d'autre? Mais puisque je vous dis que non. Oh, puis bon. Admettons, si vous y tenez, que mon frère en ait eu assez de sa femme. Vous croyez qu'il aurait mis le feu à l'usine? Son usine? Une affaire qu'il a eu tant de mal à mettre debout? Non, monsieur le juge. Pas possible. Mon frère, il est innocent. Innocent, je veux bien, mais alors où est-il? Pourquoi ne se montre-t-il pas? Quelqu'un l'a vu rentrer chez lui le soir de l'incendie. Il serait donc ressorti, selon vous, avant le meurtre de sa femme? Mais pour quelle raison? Mais comment voulez-vous que je le sache? Il avait une maîtresse? Pas à ma connaissance. Et sa femme? Vous voyez quelqu'un qui aurait eu intérêt à supprimer sa femme? Mais absolument pas. Ma belle-sœur passait son temps à s'occuper de sa maison. Elle ne bougeait pratiquement pas de chez elle. C'est vraiment la dernière personne à qui j'aurais pensé qu'il puisse arriver une chose pareille. Quelques jours s'écoulent.
Le juge a demandé qu'on fouille systématiquement les environs de l'usine en procédant par cercles concentriques avec des rayons de plus en plus petits. Le 6 octobre, à 500 mètres de la maison, la felle de gendarmerie découvre dans un fossé le cadavre de M. Gunther. Ses vêtements sont déchirés, son visage, sa poitrine, son dos portent des traces de coups. Il a été certainement tué au cours d'une bagarre. Pendant l'autopsie, le médecin a une surprise. Il trouve dans la colonne vertébrale la pointe cassée de la lame d'un couteau, un morceau d'acier par conséquent minuscule qui sortait à peine du thorax. C'est une chance que je l'ai vu, dit le médecin. Un si petit bout? Il faut retrouver l'autre partie maintenant. À vous de jouer, messieurs. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Au temps préhistorique, quand l'homme a découvert le feu, il a cru que c'était une divinité. Un dieu terrible qu'il craignait et fuyait sans le combattre d'ailleurs, si par hasard ce dieu se déchaînait et se transformait en incendie. M. Gunther, le patron de la petite usine de textile près de Brand, au Tyrol, s'est-il enfui, lui aussi, en voyant brûler sa maison, son entreprise, qu'il avait eu tant de mal à créer? Et en s'enfuyant, un démon l'aurait-il poursuivi et abattu d'un coup de couteau dans le dos? Ce serait un scénario pour un film d'horreur et d'épouvante, où l'on verrait Madame Gunther tenir le rôle d'une sorcière célébrant je ne sais quel culte démoniaque. Seulement voilà, cette version des faits n'est absolument pas conforme à la réalité. En effet, les analyses effectuées par l'Institut médico-légal d'Innsbruck révélaient que l'incendie n'a aucun rapport avec la mort de Monsieur et Madame Gunther. Il a eu lieu après leur mort. Plus précisément, en examinant l'estomac de M. Gunther, le médecin peut déclarer qu'il a été tué avant minuit. Et comme sa femme, elle, est morte après minuit, toujours en fonction du résultat des analyses, et avant le début de l'incendie, M. Gunther ne peut être l'assassin. Ma conclusion, dit le juge, elle est toute simple. Il y a de grandes chances pour qu'il n'y ait qu'un seul et unique criminel. Avant minuit, il poignarde M. Gunther, puis il se rend à l'usine. Il y trouve Mme Gunther seule. Il est maintenant plus de minuit, il la tue. On ignorera toujours comment, puisque le feu a trop abîmé le cadavre. À moins que l'assassin ne le dise lui-même qu'on ne l'aura arrêté. Et puis, il va chercher des bidons d'essence. Il est environ 3 heures du matin. Et il incendie la maison et l'usine. D'accord, mais pourquoi tout cela, remarque les collaborateurs du juge? Cet incendiaire est un fou, quoi. Il n'a aucun mobile. Et pourquoi M. Gunther est-il ressorti après être rentré chez lui? Ne me posez pas de devinette, mon vieux. Commençons par essayer de comprendre ce que nous savons. Par exemple, les bidons d'essence, d'où viennent-ils? On pourrait interroger le garagiste de Brand. Bah, des bidons, vous êtes drôle, répond le garagiste. Bon, voulez-vous que je sache si on m'a pris quelques bidons d'essence? C'est incontrôlable. Votre garage est fermé la nuit? Pardon. Et la pompe à essence a une clé? Bien sûr. Qui possède cette clé? Elle est accrochée au mur dans le bureau. Et pour entrer dans le bureau? Ah ben ça, tout le monde peut entrer dans le bureau. Enfin, tous ceux qui travaillent ici. Même quand le garage est fermé? Bah oui, si on passe par la cour. Le pompiste et les mécanos sont interrogés. Ils n'ont pas grand-chose à déclarer. Un détail pourtant retient l'attention du juge. Un apprenti, un jeune garçon de 20 ans, Egon, n'est pas venu à son travail le lendemain du crime. Pourquoi? J'étais malade. Le docteur m'a donné un certificat. Oh, vous n'étiez pas très malade. Vous n'avez été absent qu'1 jour. Qu'est-ce que vous aviez? Ben, j'avais mal à la jambe. Je me suis blessé dans l'obscurité en marchant sur un râteau. Et ça vous a empêché de travailler? Ben, il fallait bien me soigner. L'air buté du jeune homme, son attitude arrogante, surprennent le juge. On se renseigne sur le passé d'Egon. Orphelin, il a été recueilli par une famille riche qui avait employé sa mère comme domestique. Il aidait à la cuisine, aux travaux du jardin. Mais cette famille riche, trop riche, menait une vie dissolue, donnant des soirées où l'on ne jouait pas seulement au bridge, mais à d'autres jeux moins avouables. Il semble qu'Egon ait été mêlé à quelques obscures affaires de mœurs, puis obligé de quitter cette maison trop accueillante. Devenu apprenti dans un garage,
Il manquait tout le temps d'argent, ayant sans doute la nostalgie de la vie dorée qu'il avait connue. Et il voulait vendre sa moto. Pardon? Oui, monsieur le juge, explique le garagiste. Il avait une moto que lui avaient offerte ses anciens patrons. Et il voulait la vendre. Ah, il avait besoin d'argent, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Le juge vient de tout comprendre. Il se souvient de la déclaration du frère de M. Gunther. Mon frère voulait acheter une moto et sa femme, elle voulait pas. Le juge reconstitue la scène. Egon a donné rendez-vous à M. Gunther pour essayer de lui vendre sa moto, en dehors du village pour que cela ne se sache pas. Ils ne sont pas d'accord sur le prix. Ils se disputent, finissent par se battre. M. Gunther, mortellement blessé, Egon perd la tête, se rend chez Mme Gunther, la tue, pour prendre l'argent qui se trouve chez elle, et puis il met le feu. « Non! Non !» hurle Egon devant les policiers qui l'interrogent. « C'est pas moi, je vous le jure !» « Laissez-le-moi, dit l'inspecteur qui vient d'entrer dans la pièce. « Et ça? Qu'est-ce que c'est ?» Il lui montre un couteau. « Je sais pas. Ce n'est pas ton couteau par hasard? Non? Non, pourquoi? Regarde-le bien. Tu vois? Le bout de la lame. Il est cassé. Mais laissez-moi tranquille à la fin, puisque je vous dis que je n'ai pas de couteau. Alors explique-moi pourquoi on l'a trouvé chez toi, dans ta chambre. » Après avoir avoué, Egon comparaît devant les assises. Il est condamné à la pendaison. Le verdict a été exécuté en 1947. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Lisa Soster. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Vendredi 3 août 1923. La nuit tombe sur la baie de San Francisco. Sous la lune d'été, les flots du Golden Gate scintillent calmement entre les 7 collines. La foule cosmopolite s'agite dans les rues montantes, prenant d'assaut les tramways qui passent dans un vacarme assourdissant de cloches et de ferrailles. Tous les peuples de la Terre se côtoient ici. C'est l'heure où chacun, homme ou femme, va, après une journée bien remplie, s'offrir un moment de détente selon son cœur. Les portes des speakeasy discrets s'entr'ouvrent pour les amateurs d'alcool défendu. Les jazz bands électrisent des groupes compacts de danseurs gominés et de danseuses en chapeau-cloche. Le quartier chinois offre à qui sait montrer patte blanche les vapeurs de l'opium. Français, Espagnols, Italiens, Portugais s'agitent pour participer à la course au dollar américain. Dans le quartier des millionnaires, un hôtel de luxe, le Palace Hotel. Dans le Palace Hotel, un appartement de luxe, velours, cuir et acajou. Dans le salon bien isolé de la frénésie californienne et du bruit des tramways, un grand homme. Un grand homme à l'américaine. Il porte un prénom étrange. Gamaliel. Gamaliel a 58 ans, mais il est bien fatigué. Gamaliel est étendu ou plutôt assis sur son lit, le dos bien droit, calé par 3 gros oreillers. Gamaliel ne peut dormir qu'assis. Pour l'instant, Gamaliel, les yeux fermés, écoute son épouse lui faire la lecture. Son épouse, Florence, toute droite dans un fauteuil à oreillettes, lit un magazine en s'aidant d'un lorgnon cerclé d'or. La femme de Gamaliel, le grand homme, lit un article du Saturday Evening Post. L'article s'intitule « Calme bilan d'un homme calme ».
L'homme calme, c'est Gamaliel. Et Florence achève sa lecture sans hâte ni passion. Mais cette scène tout empreinte de sérénité conjugale est trompeuse. Gamaliel respire à peine. Est-ce de l'angoisse? Est-ce la maladie? Est-ce autre chose? Florence termine sa lecture d'une voix égale. Quelles sont ces pensées qui traversent son front marqué d'une ride autoritaire? Quel regard jette-t-elle sur son époux, qui l'écoute sans mot dire? Est-ce un regard de déception? Est-ce un regard de haine? Florence pose son magazine sur ses genoux. Gamaliel dit « C'est bien. Bien. » Et puis il soupire profondément. Gamaliel est mort. Et toute l'Amérique sentira dès le lendemain le petit frisson qui nous saisit lorsqu'un homme très important disparaît. Selon de nombreux auteurs, il paraît qu'un homme, à l'instant de la mort, qu'elle soit naturelle ou accidentelle, revoit tous les instants qui ont marqué son existence. Alors si cela est vrai, Gamaliel a dû, en poussant son ultime soupir, revivre les moments clés de sa remarquable ascension. 1865, l'Amérique, qui n'est encore que l'Amérique de la côte Est, vient de terminer la guerre civile. Le 14 avril, Lincoln est assassiné et le 2 novembre, Gamaliel voit le jour dans l'Ohio. Son enfance se déroule dans des paysages à peine défrichés, des campagnes en mutation. Pour tout Américain capable de tenir sur ses jambes, l'avenir ouvre des perspectives aussi limitées que les vastes terres de l'Ouest. Chaque jour, des fortunes se bâtissent dans des baraques en planches. Le père de Gamaliel est médecin de campagne, et il emmène souvent son fils dans sa carriole à cheval. Le médecin possède sa ferme et son élevage. L'enfance de Gamaliel est saine et heureuse. Une mère aussi experte à faire véler les génisses qu'à confectionner la tarte au potiron, aussi efficace pour réduire une fracture que pour résoudre les problèmes familiaux à coups de versets lumineux de la Bible. Après l'école communale, Gamaliel part au collège où il côtoie toute une génération de jeunes Américains, grands et saints comme lui, respectueux de la religion et des femmes comme lui, ambitieux comme lui et comme lui, prêts à tout pour se tailler une part du gâteau. Gamaliel est doué. Il ne perd pas de temps. À 16 ans, il entre comme typographe au Marion Daily Star, la feuille de chou locale. Après avoir mis en page les faits divers, la mercuriale du porc, du blé et du fer, et les petites annonces et les avis de recherche, Gamaliel se retrouve à 19 ans rédacteur en chef et s'offre un canotier flambant neuf. Gamaliel est un beau garçon au visage avenant, aux yeux un peu bridés comme ceux des Celtes, au regard plein de franchise, à la poignée de main ferme. Ses sourcils épais trahissent l'entêtement, ses narines sont sensuelles, sa bouche large et bien dessinée. On sent chez lui de la gourmandise, de l'humour, avec une pointe d'amertume. Gamaliel pense aux filles, mais il ne veut pas faire d'erreur. Alors pour se changer les idées, il se fait instituteur de campagne, il étudie le droit, il devient une personnalité de la petite communauté. À chaque occasion, il prend la parole en public, grimpé sur un tonneau de bière. On le voit à chaque comice agricole, décorant les taureaux de concours, faisant danser le quadrille aux fortes filles des fermiers hollandais, toujours assidus au service du pasteur. Une autre personnalité de la petite ville est Florence Kling, la fille du banquier. Florence est un exemplaire typique des filles de l'Ouest. Leurs mères sont venues en chariot cahotant, les filles s'habillent maintenant à Chicago, lisent les comptes rendus des séances du Sénat et possèdent des concessions pétrolières. Florence Kling est du genre nerveux. Ses yeux rieurs atténuent un peu ce que sa mâchoire peut avoir d'agressif. Fille de banquier, elle se dit qu'une particule ne ferait pas mal sur sa carte de visite. Alors Florence Kling devient Florence de Wolf. Mais Henri de Wolf n'est sans doute pas à la hauteur des espérances de Florence, puisque bientôt,
Malgré la naissance d'un fils, Florence divorce. Mieux, Florence devient veuve. C'est alors qu'elle jette les yeux sur le cheptel mâle de Marion, Ohio. Le beau Gamaliel semble un poulain digne des soins de cette Amazone du Middle Est. Gamaliel est bronzé, souriant, sportif. Il a les dents longues. Peut-être encore un peu chien fou, mais sûrement honnête, trop honnête, pour aller droit au but. Et Florence entreprend la conquête de Gamaliel. Veuve, libre de disposer de son bien et de sa personne, elle fréquente le Marion Morning Star pour y passer quelques petites annonces. Florence est un peu plus âgée que Gamaliel, mais qu'importe. On se retrouve sur les tribunes officielles de toutes les manifestations. On invite le jeune rédacteur à venir déguster un verre de thé glacé sur la véranda en se balançant au clair de lune au rythme des rocking chairs. Florence ne perd pas de temps à mâcher ses mots. Ce dont vous avez besoin, sans le savoir, c'est d'une épouse à l'esprit posé qui sache canaliser votre énergie dans le bon sens, qui sache vous apporter des appuis non seulement à Marion, mais encore dans tout l'État. Et l'Ohio n'est qu'une première étape. Après tout, l'Ohio n'est-il pas le berceau de 6 présidents des États-Unis? On peut rêver. Gamaliel rêve, puis échange un baiser, et Florence devient l'épouse légitime de Gamaliel. Florence retrousse alors ses manches bordées de dentelle. Elle se verrait bien propriétaire d'un journal, et à quoi bon être fille de banquier si on ne peut pas s'offrir cette petite fantaisie? Alors voilà qui est fait. Gamaliel, toujours souriant et bronzé, est prêt pour entrer dans la carrière. À partir de ce moment, Florence ne perd pas une minute, pas un sourire, pas une goutte d'encre. Inlassablement, elle se dépense pour mettre son époux sur une orbite digne de lui. Du matin au soir, du 1er janvier au 31 décembre, elle suggère des manchettes fracassantes pour le Daily Star. Elle inspire des éditoriaux. Elle préside des concours de tarte aux pommes, des courses en sac. Elle accroche des milliers de cocardes sur les hommes comme sur les bêtes. Elle tranche d'un ciseau décidé un maximum de rubans d'inauguration. Gamaliel, le mari que lui envient toutes les femmes, commence à figurer sur des listes électorales. Il commence à être de mieux en mieux placé sur les affiches. Gamaliel est républicain, il est féministe et s'abstient d'absorber des liqueurs fortes, du moins en public. Car Gamaliel a autour de lui toute une équipe de jeunes gens qui ont la tête sur les épaules et qui ne se refusent rien. On ne réussit pas à tous les coups, mais d'élection en élection, Gamaliel fait son petit bonhomme de chemin. L'Ohio n'est bientôt plus à sa mesure. Gamaliel a 44 ans. Un bel homme, dans la force de l'âge. Voilà 18 ans que Florence et lui sont unis pour le meilleur et pour le pire. Florence s'est beaucoup dépensée, et si elle n'a rien perdu de son énergie, elle a un peu perdu de sa fraîcheur. Les pattes d'oie qui s'inscrivent au coin de ses yeux disent moins la gaieté que la méfiance. Sa mâchoire avance un peu plus et le sourire qu'elle arbore volontiers en toutes circonstances devient plus stéréotypé. Disons enfin que dans l'intimité, Florence dispose de plus de charmes intellectuels que d'attraits physiques. En 1909, une Américaine de l'Ouest n'a à sa disposition pour rehausser son sex-appeal de 49 ans que quelques lotions à la fleur d'oranger, quelques cold cream assez proches du sein doux et des bas de coton conformes aux préceptes bibliques. Tous ces espoirs tiennent dans un corset qu'on serre en accrochant les lacets aux poignées de porte. Gamaliel a moins envie de dénouer ce lacet. Parfois, une jeune cliente du Daily Star obtient dans son bureau une forte réduction sur le prix d'une petite annonce. Elle a souvent une jolie peau de rousse, un prénom irlandais, hollandais ou allemand, des yeux clairs et une cervelle d'oiseau. Un beau jour, Gamaliel est sollicité par une gamine à la recherche d'un emploi. Il l'engage sans y prêter attention. Elle se prénomme Nancy. Elle a le nez plein de taches de rousseur, un grand chapeau de paille, une ombre de poitrine, un culot monstre, les dents du bonheur et une manière de vous regarder dans les yeux en se tortillant qui met Gamaliel bientôt en sueur. Il ne peut plus sortir de son bureau sans la rencontrer. Nancy, Nan pour les intimes, fait une petite révérence et Gamaliel se heurte au chambranle des portes. Lorsqu'il apprend que Nan a 14 ans, ses sueurs deviennent des sueurs froides. Mais Nan le suit pas à pas.
Nan est de toutes les inaugurations, on la voit à chaque concert de la fanfare municipale, à chaque soirée dansante, elle s'abandonne aux bras de gros garçons de la campagne, mais ses yeux ne quittent jamais le beau directeur du Daily Star, Gamaliel, toujours mené de main de maître par Florence, qui maintenant va poursuivre sa carrière à Chicago, à Washington, à New York. Eh bien, Nan fait partie de tous les comités d'accueil qui l'attendent au train de retour. Gamaliel essaie de penser à autre chose. Il consent de plus importants rabais aux seules liciteuses qui ont l'intelligence de lui rendre visite à son bureau. Pendant ce temps-là, Florence se contemple dans son miroir et se dit qu'une femme est toujours belle avec quelques milliers de dollars de bijoux. Et Gamaliel monte toujours. À présent, il a son bureau à Washington. Mais Nancy Brinton, la petite Nan, a grandi. L'Amérique vient d'entrer en guerre. Nan vient d'avoir 21 ans et un job de dactylo. Alors pour fêter ça, Gamaliel, qui attend depuis 7 ans, l'invite à dîner. Après le dîner, il sait comment obtenir une chambre au Manhattan Hotel sans question indiscrète. On lui donne la clé de la suite matrimoniale et Nan obtient enfin ce qu'elle cherchait depuis longtemps. À présent, Florence et Gamaliel sont à Washington en permanence. Gamaliel est devenu un personnage très important, presque un grand homme. Son nom, sa photo, ont débordé des colonnes du Daily Star pour être publiés d'un côté à l'autre des États-Unis. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Gamaliel, le grand homme, avant de sombrer dans le néant, voit défiler à l'accéléré comme une série de flashs les moments de sa vie. Des orages ressurgissent. Des scènes depuis longtemps oubliées, des sensations fugitives. Gamaliel se voit en voiture en compagnie du président des États-Unis, Woodrow Wilson. Wilson n'est plus que l'ombre de lui-même. Gamaliel veut détendre l'atmosphère et lui raconte la dernière blague qui fait hurler de rire le tout Washington politique. Et Wilson, au lieu de rire, au lieu de sourire, se met à pleurer à grosses larmes, tandis que la foule l'acclame. Gamaliel voit presque en désordre des scènes d'ovation, des foules de jeunes filles en col Claudine, scandant son nom sur l'air des lampions, des fanfares, des feux d'artifice. Gamaliel voit comme dans un manège emballé toute une sarabande de visages. Florence saluant un balcon, des militaires rendant les honneurs, des vedettes de cinéma lui donnant de grandes tapes dans le dos, des mères de famille lui tendant leurs enfants à baiser, et puis un grand bureau blanc et acajou avec une fenêtre donnant sur une immense pelouse, au loin l'obélisque, et tous les visages des amis de l'Ohio, amitié sincère ou amitié intéressée. À présent que Gamaliel a touché le but, chacun s'empresse avec plus ou moins de délicatesse de présenter la facture. Gamaliel se sent un peu impuissant à endiguer ce flot d'appétit. Il laisse faire et chacun prend sa part du gâteau. Que chacun se débrouille après tout. Harry Daugherty n'est-il pas procureur général? Albert Fell, secrétaire d'État à l'Intérieur? Edwin Denby, secrétaire d'État à la Marine? Ils ont fait leur chemin, ils ont les dents aussi longues que du temps de leur jeunesse, même si à présent elles sont fausses. Gamaliel est débordé. Le système lui échappe. Il a cru naïvement qu'en haut de l'échelle, il pourrait rester éternellement le jeune directeur dynamique du Marion Daily Star. Mais ses illusions se sont vite envolées. Sur le conseil de Daugherty, il risque imprudemment les économies du ménage dans des opérations de bourse catastrophiques. Florence, le nez pincé par ses lorgnons, devient archi-méfiante. À présent, elle a perdu son dynamisme d'antan et l'a remplacé par un perpétuel tremblement nerveux. Florence commet l'erreur d'aller consulter une voyante, ce qui ne se fait pas dans sa position, et donne prétexte à manchette dans les journaux. Gamaliel n'a plus autour de lui qu'un seul sourire, identique à lui-même, celui de Nan, qui est venu s'installer à Washington. Nan connaît les escaliers discrets qui conduisent le soir jusqu'au bureau de Gamaliel, même si à présent, il ne s'appartient plus. Nan vient le voir, et Gamaliel la possède là, dans le bureau. On pourrait croire qu'il s'agit d'un chef de service abusif et d'une secrétaire en mal d'avancement, mais non. Il s'agit du seul moment de rare tendresse dans la vie du grand homme qui est devenu Gamaliel. Gamaliel, nous dit le dictionnaire, est un nom biblique porté par un célèbre pharisien. Et le pharisien,
L'hypocrite Gamaliel, encensé par les ligues de vertu, défenseur du mode de vie puritain et de la morale familiale, possède l'âne dans la penderie. Pire encore, Gamaliel devient le père d'une petite Anne-Élisabeth qu'il pourrait difficilement renier tant elle lui ressemble, même yeux bridés au regard voilé, même bouche sensuelle et un peu amère. Et Florence, de plus en plus méfiante, se confie à un détective privé. Oh, cela ne se fait pas dans sa position. La femme d'un homme public ne doit pas commettre d'erreur. Elle choisit mal son détective. Les choses s'accélèrent. Gamaliel est prise au piège. Florence découvre son infortune. Elle découvre que Gamaliel, le pharisien, avait des besoins sexuels et qu'il trouvait peu de femmes pour lui résister. Florence découvre que sa fortune s'est envolée, que son mari a une enfant naturelle à la suite d'une liaison qui durait depuis plusieurs années. Pire encore, elle découvre que cette liaison fructueuse permet aux amis de Gamaliel d'exercer sur lui un chantage permanent, qu'il laisse chacun servir, qu'il ferme les yeux, sinon ses chers amis de l'Ohio auront au fait d'abattre le bel édifice qu'elle a mis 20 ans à construire. Que s'est-il imaginé cet imbécile de Gamaliel? Qu'on l'a poussé et mis en avant uniquement pour sa belle gueule? Allons donc! Il n'était qu'un séduisant porte-drapeau. Il plaît tellement aux femmes, et justement, elles l'ont plébiscité en utilisant leur droit de vote tout neuf. Mais à présent, silence! Gamaliel n'a aucun droit, sauf celui de laisser la bande de l'Ohio se servir tout à son aise. Gamaliel voit se resserrer autour de lui la ronde infernale des visages autrefois amis. Les sourires découvrent largement des mâchoires de requin. Gamaliel sait bien qui sera sacrifié, qui sera déshonoré, qui ne pourra plus paraître à la paroisse sans le rouge de la honte au front. Gamaliel entend claquer les mâchoires des fauves. Gamaliel fait ce qu'on lui demande, ce qu'on lui suggère, ce qu'on lui ordonne. Mais tout ne va pas sans accroc. La toute-puissante presse américaine a tôt fait d'étaler les agissements de la bande de l'Ohio aux yeux de ses lecteurs, ébranlés dans leur foi. Gamaliel représente soudain pour beaucoup la brebis galeuse dans un troupeau de politiciens virginaux, dressés une main sur le cœur et l'autre sur la Bible. Et soudain, le Sénat nomme une commission d'enquête sur les agissements de l'enfant chéri de Marianne. Gamaliel, le grand homme, se sent proche de la catastrophe. Comme on dit à Rome, le Capitole est proche de la roche tarpéienne, ô combien. Dans un effort désespéré pour fuir loin de ses tourments, Gamaliel part pour l'Alaska en voyage officiel. Florence l'accompagne et le docteur Sawyer, un ami de toujours à présent général, et puis toute une suite de personnes. Il y a loin de Washington à Anchorage, mais tout se passe bien. Cependant, l'angoisse n'abandonne pas Gamaliel à bord du transport de troupes Anderson. Nan est loin, et Gamaliel ne peut fuir le regard dur et méprisant de Florence, sa femme. Gamaliel est inquiet. L'arrivée d'un mystérieux message codé le jette dans un état dépressif, et les yeux de Florence durcissent derrière ses lorgnons. Il a des discussions orageuses avec son entourage. Au retour, en plein milieu d'un discours officiel, il s'effondre. Le docteur Sawyer rassure l'assistance, et un communiqué officiel proclame qu'il s'agit d'une intoxication due à du crabe. Mais l'enquête démontrera qu'il n'y a jamais eu de crabe dans les assiettes. Florence veille sur Gamaliel et monte une garde jalouse autour de lui. On parle de crise cardiaque, d'arsenic. Les médecins engagent une bataille d'experts, mais la vie du plus galonné d'entre eux l'emporte. Le docteur Sawyer publie des bulletins de santé triomphants. Et le 3 août 1923, Gamaliel, seul avec Florence, son épouse, sans témoin, sans médecin, glisse dans l'éternel néant, après avoir revu, comme dans un monstrueux kaléidoscope, tous ceux qui l'ont aimé, qui l'ont poussé, qui l'ont imposé, qui lui ont forcé la main, qui l'ont espionné, qui l'ont trahi, qui sait, qui l'ont peut-être liquidé. Gamaliel dit « c'est bien, bien », et meurt. Et tout le monde court dans les couloirs. Certains sont soulagés. Certains se posent des questions. Mort naturelle? Suicide? Autre chose. Mais la veuve, dont tous les journaux reproduisent la photo en grand deuil, la veuve refuse l'autopsie, et on s'incline. Elle refuse même qu'on prenne une empreinte de ce visage
qui devrait normalement entrer dans la galerie des grands hommes. Mon épilogue, on s'interroge. On le fait encore. Crise cardiaque, peut-être. Suicide, pourquoi pas. Gamaliel se sait au bout du rouleau. La chute l'effraie. Il choisit de sortir sans attendre un verdict infamant. Meurtre? La bande de joyeux copains de l'Ohio trouve là une solution expéditive pour se débarrasser d'un empêcheur de tourner en rond, tout en fermant la bouche à un complice de leur malversation sur le point de craquer. Crime domestique? Florence, ayant consacré toute son existence à faire de son mari un grand homme, ne peut se résoudre à la chute de son œuvre. Elle ne peut envisager de regagner Marion comme la femme vieillie d'un homme déshonoré. Chaque thèse, vous le voyez, a ses arguments. Le docteur Sayer pourrait savoir, mais Florence lui rend visite quelques semaines plus tard, et il succombe lui aussi subitement, comme son illustre patient. Florence, à son tour, meurt quelques années après. Un seul homme, finalement, a pu connaître la solution du problème. Gamaliel, qui repose sous une pierre où est gravé son nom. Warren Gamaliel Harding, 1865-1923, 29e président des États-Unis d'Amérique. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Lisa Soster. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Qui se promène aujourd'hui dans l'arrière-pays de Cannes n'a aucune idée de ce qu'il pouvait être au début de notre siècle. Les villages répartis entre la mer et la montagne, Auribeau, Moinsartou, La Roquette-sur-Siagne, Pégomas, s'élevaient au milieu de campagnes riantes et parfumées. Sur leurs places paisibles, les larges feuilles des platanes jetaient une ombre fraîche l'été. Dans les rivières limpides comme la Siagne ou le Loup, frétillaient la truite et le gardon. Et si l'on allait jusqu'à la mer, on n'y rencontrait ni murs de béton, ni automobiles, mais le silence et la solitude d'une nature sauvage et somptueuse. Il y avait certainement peu d'endroits dans la vieille Europe qui ressemblaient aussi fort au paradis. Dans un petit coin de ce paradis, exactement entre Pégomas, La Roquette et Moinsartou, le diable fit son apparition le dimanche 1er avril 1906. C'était un amateur de farce, certainement. Mais on ne découvrit sa présence que le lendemain. Le lundi 2 avril 1906, un incendie criminel détruit la sacristie de la petite église de Pégomas dans l'arrière-pays de Cannes. L'enquête permet de découvrir très vite que le feu a été allumé la veille au soir, juste après les vêpres, et que s'il s'agit d'un poisson d'avril, celui-ci est de bien mauvais goût. Mais ce n'est pas un poisson d'avril. 3 semaines plus tard, c'est une grange qui flambe, toujours sur la commune de Pégomas, mais dans la campagne cette fois. Le mois suivant, c'est le tour d'une cabane de jardinier en bordure d'un champ, puis d'une remise à l'entrée du village. Dans ces 3 derniers cas, il s'agit de bâtiments assez isolés, inhabités, pas surveillés du tout bien entendu. Tous les incendies ont été allumés après la tombée du jour ou au milieu de la nuit. Et la série continue, plongeant la population du village et de ses alentours dans une inquiétude que rien ne semble pouvoir dissiper.
Et puis alors le 10 janvier 1907, Louis Revelli, un vieux paysan qui rentre des champs avec sa bêche sur l'épaule, essuie un coup de fusil. Il a entendu un choc mou sur le tronc d'un platane, à un demi-mètre de lui, puis presque simultanément, l'explosion de la cartouche. Louis Revelli a fait les campagnes coloniales. En un clin d'œil, il se jette par terre et se tient immobile. Par chance, il est à la limite des premières maisons. Il attend plusieurs minutes sans souffler, puis il se redresse lentement. Dans la nuit presque impénétrable, il se lève d'un bond et franchit en quelques secondes l'espace qui le sépare des murs accueillants. Mais les coups de feu recommencent. Entre le 2 avril 1906 et le 21 août 1907, on dénombre 17 incendies volontaires et 3 tentatives de meurtre. Si l'inquiétude a déjà fait place à l'angoisse, il ne s'agit tout de même pas encore d'une obsession quotidienne. Et ceci d'autant plus que justement après l'incendie du 21 août, le calme semble s'installer. 1 mois se passe sans incident, puis 2 mois, puis 3. On n'ose pas trop respirer, mais la paix continue. Allons, ce n'était qu'un mauvais rêve, dont personne ne connaîtra jamais les raisons. Mais peu importe après tout. L'essentiel, c'est qu'on en soit sorti. Les mois qui suivent confirment les prévisions des optimistes. 1 an, 2 ans se passent, bientôt 3. Non. Le 5 mai 1910, un nouvel incendie se déclare dans une ferme opulente à 2 kilomètres de la Roquette-sur-Siagne. Un incendie qui ressemble beaucoup au précédent. On pourrait croire à une simple coïncidence, s'il n'était le prélude d'une nouvelle série d'actes criminels. Mais, demanderez-vous peut-être, il n'y a donc pas de gendarmes dans ce pays? Est-il possible qu'on laisse pendant si longtemps des inconnus terroriser toute une population? Les gendarmes, ils sont bien embarrassés. Et quand je dis embarrassés, c'est une façon modérée de parler. Les gendarmes de Pégomas sont fous de rage et d'impuissance devant des bandits invisibles qui ne frappent que dans l'ombre, qui disparaissent immédiatement, que tout le monde fuit. Ils ont fait des battues, les gendarmes. Ils ont cherché des indices après chaque action criminelle. Ils ont interrogé des dizaines de gens, mais sans aucun résultat. Il n'y a pas d'indices, il n'y a pas de témoins, il n'y a même pas de suspects. Il n'y a même pas de mobile. Et c'est ce qui rend ces crimes tellement énigmatiques. On a bien observé quelques vols, mais ils sont insignifiants. On a dû écarter la malveillance ou la vengeance personnelle, car on ne connaît personne dans les alentours qui haïssent autant de gens à la fois et de gens aussi différents. On a également songé à du terrorisme, mais les victimes des bandits appartiennent à des horizons très variés. Non, réellement, on ne voit pas ce qui agite les criminels. La police cannoise est intervenue naturellement, mais elle s'est montrée aussi impuissante que la gendarmerie, et même davantage, car elle ne connaît pas aussi bien les lieux et les hommes de ce petit pays. On se résigne donc, on se renferme chez soi, et quand on est rentré, on évite de rester à proximité des fenêtres. Quelques lourdes balles de plomb ont traversé les persiennes à 2 ou 3 reprises. On a examiné ces balles quand on les a retrouvées. Il s'agit d'objets de fabrication artisanale, probablement coulés dans un roseau, et tous tirés avec le même fusil. Mais le fusil de qui? C'est un habitant du pays, ça, on en est maintenant certain. Il connaît non seulement tous les sentiers, tous les vallons, toutes les haies, toutes les maisons, mais les habitudes des gens, leurs horaires, leurs lieux de passage. Alors, lequel d'entre eux? Eh bien, quelqu'un qui doit avoir un visage ouvert et souriant, que l'on a côtoyé sur les bancs de l'école, avec qui l'on joue aux boules le dimanche, qui paie sa tournée à l'heure du pastis. Mais qui? Il est assez remarquable de constater, je tiens à le souligner, que pendant ces longues années d'angoisse, l'opinion publique n'a jamais accusé à la légère ceux dont la tête ne lui revenait pas. Il y a toujours dans les villages celui qui se chamaille avec tout le monde, et celle qui ne parle jamais à personne. Eh bien, on ne les a pas désignés d'office comme des suspects. Et c'est bien. Pourtant, il y a eu 3 arrestations à considérer au cours de cette interminable attente. Elles furent décidées par la police, et pour des raisons bien précises. Mais nous n'en sommes pas encore tout à fait là. Pour l'instant, le parquet de Grasse est visiblement dépassé par les fantômes criminels de Pégomas. On se borne à compter les attentats en formant des vœux pour que l'un ou l'autre des bandits fasse une erreur, trébuche, tombe dans un piège. C'est dans cette atmosphère sinistre et démoralisante qu'ont lieu le dimanche 29 juillet 1910 les élections législatives. Vers 9 heures du soir, M. Magagnosque, président de la Libre Pensée, le maire et quelques amis,
reviennent de la poste où ils sont allés prendre connaissance du télégramme officiel annonçant le résultat des élections. Lorsqu'ils arrivent près du cimetière, un coup de feu éclate dans la nuit et M. Magagnosc tombe, la cuisse gauche fracassée. Cette fois, on ne nous dira pas qu'il ne s'agit pas d'un crime politique. Personne n'avait aucune raison d'attaquer M. Magagnosc, qui est le meilleur des hommes, serviable, aimé de tous. C'est forcément un voyou, un mercenaire, à la solde des calotins, qui lui a tiré dessus. On commence à s'émouvoir dans les cercles politiques de la capitale. Le ministre de l'Intérieur ne cache pas son exaspération, il faut faire quelque chose. Un célèbre policier parisien, René Métainier, qui fut plus tard chef de la police criminelle, débarque le lendemain matin à Pégomas. Si son action fut pour finir déterminante, elle n'eut rien de fulgurant. Longtemps encore, les bandits poursuivirent leurs sinistres activités. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Quand René Métainier arrive à Pégomas, dans l'arrière-pays cannois, le 30 juillet 1910, il trouve le village et ses environs plongés dans une véritable terreur. Depuis 4 ans, des vagues d'attentats se sont succédés, faisant alterner les incendies criminels, les tentatives d'assassinat. La gendarmerie et la police locale se sont montrées impuissantes. Le parquet de Grasse ne sait plus quelles mesures prendre pour arrêter les auteurs de ces actes inadmissibles et faire revenir le calme dans cette campagne riante et paisible. René Métainier occupe des fonctions importantes à la direction de la police criminelle. Sa venue à Pégomas a été provoquée par un attentat qui inquiète le gouvernement. La veille au soir, le dimanche 19 juillet, vers 9h, M. Magagnosc, président de la Libre Pensée, a reçu une balle de fusil dans la cuisse gauche. Étant donné la personnalité de la dernière victime, on craint des répercussions politiques. Le ministère de l'Intérieur a donc délégué un de ses plus fins limiers avec des pouvoirs étendus. Mais René Métainier est aussi embarrassé que ses prédécesseurs. Il ne connaît ni la topographie locale, ni les gens du pays. Alors, vers qui va-t-il se tourner pour commencer son enquête? Exceptionnellement, une partie de l'opinion publique accuse cette fois un ennemi politique de M. Magagnosc, Gustave Mancardi, le fossoyeur. D'ailleurs, un témoin, dont la maison est proche du cimetière, affirme l'avoir vu passer sous ses fenêtres quelques instants avant le crime, un foulard rouge sur la tête, un fusil à la main. Les policiers l'interrogent sans conviction. Après tout, un fossoyeur aux environs d'un cimetière, ce n'est pas bien suspect. Or, Gustave Mancardi se récrie: « Dimanche? Mais j'étais pas à Pégomas dimanche. J'étais à Mouansartou, chez Molinati. » Cet alibi est bien maladroit. Renseignement pris, le fossoyeur a menti. Il a quitté Mouansartou le dimanche soir vers 7h, et il n'y est revenu que le lundi matin. Bien mieux, on trouve chez lui le foulard rouge et le fusil décrit par le témoin. Ces éléments suffisent à motiver son arrestation et sa comparution quelques semaines plus tard devant la cour d'assises de Grasse. Mais les charges relevées contre lui sont vraiment très minces. Les témoignages insuffisants. Aussi, la cour d'assises acquitte Gustave Mancardi. Et à juste titre, semble-t-il, puisque pendant sa détention préventive, d'autres attentats se produisent. Le 20 août, Marcel Geoffroy, cultivateur, reçoit une charge de chevrotine dans le dos. Celui-là, il ne faisait pas de politique. Les mobiles des terroristes redeviennent difficiles à établir. Le 28 août, un cabaretier de la Roquette, Joseph Garnier, qui s'était endormi sur un banc devant la porte de son café, est tué à bout portant d'une balle de même fabrication que les précédentes. La même nuit, à quelques kilomètres de là, une maison flambe. Au matin, René Métainier découvre, rédigé à la craie sur une porte, l'inscription suivante: « Honneur aux bandits, vive les bandits, nous reviendrons bientôt. » Une signature maintenant. Il s'agit bien d'une entreprise de démoralisation du pays. Mais par qui? Pourquoi? Ces questions restent toujours sans réponse. Nous trouvons maintenant la fin du mois d'août 1910. Les attentats vont durer jusqu'au mois de février 1913. Oui, mais bien entendu. Pendant encore 2 ans et demi, la population de Pégomas, de la Roquette, de Mouansartou, va vivre dans une terreur qui ne fera que croître. Durant cette période, on ne comptera plus les incendies, ni les coups de fusil tirés comme au hasard sur des passants attardés, ou à travers des persiennes fermées. Tout de même, je ne puis passer sous silence les noms de 3 nouvelles victimes qui laisseront leur vie dans cet épouvantable jeu de massacre. 19 juillet 1911, Madame Rousset-Dallon est frappée en pleine poitrine en fermant les volets de sa chambre à la Roquette.
13 novembre 1912, Martin Risso est assassiné à la Roquette et enfin, le 1er décembre 1912, Maurice Alasséna est tué à Saint-Jean. Auprès de ces horribles crimes, un nouveau type d'attentat fait bien pâle figure. Il s'agit de la profanation des cimetières à La Roquette, à Montsartou et à Saint-Jean. Les criminels laissent de temps en temps des messages. Ils ont pris goût aux manifestations littéraires, semble-t-il. Il s'agit toujours de proclamations à la gloire des bandits, d'observations narquoises à l'égard de la police, de menaces. Il s'agit toujours aussi de la même écriture où se retrouvent les mêmes fautes d'orthographe. Enfin, les portes des granges ne constituant plus un champ suffisant pour son besoin d'expression, l'écrivain de la bande adresse une lettre au commissaire central de Cannes. On y retrouve l'essentiel des déclarations habituelles. Mort à celui qui me touche. La police dans la merde. Nous sommes plus fins que la justice. Cet été, ce seront les forêts qui brûleront. Une maison va brûler, etc. Eh bien, les criminels viennent de commettre une erreur fondamentale. Leur force venait jusqu'ici de l'absence de lien entre leurs crimes et eux, de l'impossibilité totale de la moindre identification. Cette fois, un tout petit fil vient d'arriver entre les mains de la police. Une lettre. Et une lettre, c'est une arme redoutable pour qui sait s'en servir. René Métainier, comme tous ses collègues du reste, est convaincu que les auteurs des attentats appartiennent à la population locale. Seuls des hommes du pays peuvent utiliser aussi bien la connaissance des lieux, des vallons, des chemins creux, des bois et les habitudes des villageois. Le policier décide d'examiner un spécimen de l'écriture de tous les habitants. De tous les habitants. Mais comment va-t-il s'y prendre, allez-vous penser? Ils sont plusieurs centaines. Oui, mais il y a bientôt 7 ans que les bandits terrorisent des centaines de gens. Délivrer le pays d'une telle hantise mérite bien un peu de patience. Ah, de la patience, certes, les policiers vont en avoir besoin. Les uns après les autres, les gens du pays défilent à la mairie et rédigent sous la dictée la phrase suivante. « J'ignore tout des bandits. Je n'ai jamais crié « Vive les bandits de Pégomas !» J'espère que vous remarquerez au passage l'astuce de la police. Si l'on avait demandé aux habitants du village de recopier un fragment de la lettre, cela les aurait mis d'une manière indirecte en position d'accusés. Il est probable que leur inconscient aurait réagi pour se protéger contre cette accusation voilée. Au contraire, la phrase proposée par la police les considère implicitement comme des innocents, ce qui ne l'empêche pas de contenir la formule habituelle des criminels « Vive les bandits de Pégomas !» C'est dans cette formule que réside une partie du piège, car à 3 reprises, y compris dans la lettre, le rédacteur a d'abord écrit « Vive » au singulier, et puis il a corrigé en ajoutant NT, en surcharge. Les villageois puis les fermiers des alentours défilent les uns après les autres. Cela prend plusieurs semaines, même plusieurs mois. Cependant, on dirait que les bandits s'inquiètent de ce travail de fourmi lent et patient. Le 14 février a lieu le dernier attentat. C'est un gendarme, cette fois, Michel Casse, qui est blessé sur la route de la Roquette à Pégomas. Et puis plus rien. Plus rien jusqu'au 10 juin 1913. Le 10 juin, soit 5 mois après le début de l'enquête graphologique, un jeune homme de 26 ans se présente. Il s'appelle Pierre Chiapal. Il est domicilié au hameau de la Baume et il effectue son petit pinsomme comme les autres. Un seul coup d'œil suffit aux 2 inspecteurs, L'Huillier et Gabrielli, pour reconnaître l'écriture de la lettre adressée au commissaire cannois. Et le piège orthographique a fonctionné. Le mot « vive » a été surchargé d'un N et d'un T. Le cœur des policiers saute dans leur poitrine. Tiendrait-on enfin l'un des bandits de Pégomas? Mais on le tient. On les tient même tous à la fois. Pierre Chiapal n'a pas de complice. En 7 ans, il a commis tout seul 42 incendies, 4 profanations de cimetières, 3 vols, 16 tentatives de meurtre et 4 homicides volontaires. C'est un jeune homme au visage borné, au regard éteint. Son arrestation plonge tout le village dans la stupéfaction.
Qui aurait pensé que c'est cet être falot, presque demeuré, qui terrorisait tout le pays depuis tant d'années? Pourtant, le fait est là. Il avoue, mollement. On retrouve dans sa chambre le maigre produit de quelques rapines, mais surtout le fusil. Un fusil gras transformé calibre 16, des balles fabriquées à la maison, des douilles identiques à celles que l'on avait recueillies après chaque crime. Assez peu évolué sur le plan mental, Schiappa est également un être sans caractère. Au cours de la reconstitution de ses principaux forfaits, il tremble, il ouvre à peine la bouche, il est affolé à l'idée que les spectateurs puissent le molester, lui faire un mauvais parti. Il ne se détend que lorsqu'il se retrouve dans la voiture cellulaire. C'est probablement cette absence de caractère qui a fait de Pierre Schiappa un assassin. Ce garçon, qui avait peur de tout et de tous, a essayé de se fabriquer une illusion de puissance par la terreur criminelle dans l'ombre et dans l'incognito. En voyant la panique se répandre autour de lui, en observant les mouvements inefficaces des forces de police, en contemplant l'immense agitation provoquée non seulement dans l'arrière-pays canois, mais dans toute la France, par ses coups de fusil, il se persuadait aisément de son importance, il se grisait de sa force, il prenait une cruelle revanche sur sa petite et médiocre existence. Les jurés de la cour d'assises des Alpes-Maritimes n'eurent pas de mal à admettre ce point de vue. Le 10 février 1914, Pierre Schiappa a été reconnu coupable, avec une responsabilité légèrement atténuée et condamné aux travaux forcés à perpétuité. Oui, il ne resta pas longtemps au bagne. Un être aussi falot, aussi timoré que lui, ne pouvait guère résister à ce régime à peine humain. Il mourut peu de temps après son arrivée à Cayenne. Le cauchemar était terminé. Mais les vieux habitants de Pégomas s'en souviennent encore. Si vous les rencontrez l'été prochain, ils vous raconteront l'histoire à leur manière, une histoire un peu obscurcie, bien sûr, et peut-être enjolivée par la grâce du temps passé. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Lisa Soster. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Now, how did you do that?
warning shots. Please, no, I'll keep my mouth shut. I promise. Someone has been here.